Salut les petits lapins, vous êtes sur la caisse de l'habit, mais je vous laisse cette petite vidéo en attendant de concevoir quelque chose d'un petit peu plus abouti, dans le sens où, vous le voyez peut-être, je suis en plein déménagement, je n'ai plus de réseau, je n'ai plus internet, je suis en clé 4G, mais j'avais quand même un peu envie d'animer cette chaîne avec les moyens du bord. Donc la vidéo que vous allez voir ici, elle a simplement vocation à poser un certain nombre d'éléments que j'ai déjà développés dans un reel et que je remonterai probablement un petit peu plus tard de façon plus propre, de façon plus agréable et de façon plus lisible. Néanmoins, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des niveaux de transe qu'il est possible d'atteindre au fur et à mesure du phénomène de transe, hein, qu'il soit psychédélique comme c'est celui que je connais le mieux, mais qui peut s'avérer réalisable par tout un éventail d'autres techniques qui incluent sans illimité certaines techniques de rêve, de méditation, euh, certaines techniques de tambour, etc., qui ont pour vocation de permettre à un individu de sortir de sa représentation du monde ordinaire de façon à transcender cet état ordinaire du monde, cette représentation ordinaire du monde jusqu'à un état transcendantal, ce qu'on appelle la transe. Alors déjà, on pourrait se poser la question, mais à quoi sert, cher Balthazar, le fait d'entrer en transe? Eh bien, à cette question, qui, ma foi, me semble fort légitime, on pourrait répondre par le fait que le principe de la transe me semble être un mouvement originel du vivant. Euh, Quelle que soit la position du vivant, un élément vivant va chercher plus ou moins consciemment à évoluer. On pourrait parler d'une graine d'arbre qui, à un moment donné, va devenir un arbuste, qui va chercher à devenir un arbre, qui va pousser aussi verticalement que possible, etc. On retrouve ce phénomène chez les animaux, on retrouve ça même dans les modèles humains, puisque dans une société, il y a des échelons hiérarchiques que le système tel qu'il est conçu nous invite à gravir au fur et à mesure de notre développement, que ce soit par on va dire, notre développement en tant qu'enfant jusqu'à l'âge adulte, et puis à l'âge adulte, au travers des études, au travers des différentes strates sociales, au travers des différentes échelles hiérarchiques qu'il s'agit de gravir au fur et à mesure du développement d'un individu. Et dans ce contexte-là, eh bien, la transe, c'est un petit peu le même mouvement qui, cette fois-ci, va opérer dans un contexte davantage psychique, quoi. C'est-à-dire que le phénomène de transe, il va inviter une personne à se défaire de son état d'être original, je veux dire, c'est-à-dire l'état de conscience ordinaire, jusqu'à un état de conscience étendu dans lequel il est possible de glaner de nouvelles informations, de nouvelles sensations, de nouvelles perspectives, qui, une fois de retour à la vie ordinaire, permet en quelque sorte, je pense en tout cas, un certain réajustement de la position qu'on entretient avec soi-même, avec les autres et avec le monde en général. Euh, voilà ce que je peux vous dire déjà sur l'intérêt, la question de la transe. Et c'est d'ailleurs notamment ce qui génère un tel intérêt pour les thérapies psychédéliques, puisque l'expérience psychédélique induit un état de transcendance de l'état de conscience ordinaire au profit d'un état de conscience élargi, modifié, étendu, appelons ça comme on le souhaite, mais qui souvent, lorsqu'il est bien réalisé, permet un retour à la vie ordinaire dans un état de mieux-être, concrètement. Euh, et dans ce domaine psychédélique, qui est celui dans lequel je m'attelle à travailler depuis un paquet de temps désormais, euh, dans ma position de gardien, de facilitateur d'expérience d'autrui, et au regard de ma propre expérience psychédélique, eh bien, j'ai été amené à déceler un certain nombre de niveaux de conscience. J'ai une coupe de cheveux insupportable, mais il va falloir dealer avec ça parce que, je vous le dis, je suis à l'arrache totale et je n'ai pas vraiment les moyens de développer un petit peu plus le set and setting de ma vidéo. Alors, sans plus attendre, je vous propose de passer à ces différents niveaux de conscience. Alors, ce niveau de conscience, il se base sur un modèle que j'ai développé, un petit modèle perso,
mais qui s'inspire d'un tas d'autres modèles, hein. Je veux dire, Carl Gustav Jung a développé son propre modèle, Timothy Leary a développé son propre modèle, sous nos latitudes, Olivier Chambon a proposé son propre modèle, et chacun a le sien, quoi. On va dire que celui que j'ai ici me semble solide pour développer, cartographier les différents niveaux d'état de conscience modifiés, quoi. À commencer par les états de conscience ordinaires. Alors je vais commencer tout de suite par ces états de conscience que je vais vous représenter là sous cette forme de pyramide, qui va vous détailler un petit peu les états de conscience de ceux qui sont le plus ordinaires jusqu'aux états les plus extraordinaires. À commencer par celui qui est le plus en superficie et qu'on appelle, enfin, que j'appelle et que Carl Gustav Jung aussi appelle le masque, la persona. Donc la persona, en quelque sorte, si vous voulez, c'est la représentation consciente qu'on se fait de soi-même. C'est en quelque sorte le masque social que l'on revêt dès lors qu'il s'agit d'entrer en relation avec le monde. C'est-à-dire que à partir du moment où à partir du moment où, par exemple, je sais pas, vous mettez un pantalon pour sortir, à partir du moment où vous faites un effort d'élocution pour vous faire comprendre correctement par vos interlocuteurs, à partir du moment où, je sais pas, vous mettez une cravate pour aller bosser, en fait, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, tout simplement, nous nous mettons en condition d'interagir avec le monde et de créer un pont de communication, en quelque sorte, entre vos aspirations en tant qu'individu et ce qui est attendu de vous, du corps social dans lequel vous évoluez. Euh, c'est la raison pour laquelle, on va dire, je ne sais pas, euh, un footballeur a un certain vestiaire, un banquier a un certain langage, un ingénieur a un certain aspect visuel global, euh, qui fait que concrètement on est capable de se figurer grossièrement qui est une personne et quel est le rôle qu'elle opère dans un certain contexte, un contexte social spécifiquement. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On enchaîne ensuite avec ce deuxième niveau de conscience ordinaire qui s'appelle l'ego, sur lequel j'ai pas mal parlé, et qui est en quelque sorte la représentation ordinaire de qui nous sommes. Euh, C'est-à-dire cette espèce de système d'informations agrégées les unes aux autres au gré du développement de l'individu. C'est-à-dire à partir du moment où un bébé est capable de mettre un carré dans un trou carré et qui s'aperçoit que ça ne rentre pas dans un trou rond, c'est déjà une certaine représentation du monde qui se fabrique et qui se développe et qui se sophistique au fur et à mesure du développement d'un individu. Et c'est ce qui fait que nous sommes capables de nous faire une certaine représentation de nous-mêmes, des autres et du monde. Euh, c'est en quelque sorte notre système opératif. C'est en quelque sorte une interface qui nous permet d'interagir avec le monde, qui est un petit peu plus en deçà du masque, qui est une représentation consciente de qui nous sommes et de ce qu'on donne à voir au monde. L'ego, c'est la représentation vraiment qu'on va se faire euh, de, de, de l'environnement dans lequel on existe et qui nous sommes dans cet environnement. Et c'est un phénomène plus ou moins conscient, c'est-à-dire que dans notre état de conscience ordinaire, tant qu'on n'a pas vécu ce phénomène de transe, on peut avoir cette tendance à considérer que l'état de conscience de l'ego, notre état de conscience ordinaire, est le seul qui existe. Heureusement, heureusement, pardon, euh, il arrive que sous nos latitudes, souvent le vendredi soir, après avoir bossé toute la semaine, on décide de se retrouver avec ses copains, avec ses collègues, et qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de se mettre une énorme caisse. Et qu'est-ce qui se passe quand on se met une caisse, quand on se met à boire? Eh bien, immanquablement, nous sommes bourrés. Et quand nous sommes bourrés, on s'aperçoit
de façon assez légère, mais néanmoins assez significative, qu'il s'agit déjà d'un phénomène de transformation de l'état de conscience ordinaire. Et ce phénomène-là, moi j'appelle ça l'ivresse, c'est-à-dire un état de conscience qui est déjà un peu délocalisé par rapport à cet état de conscience ordinaire qui est le nôtre au quotidien. Alors, cet état d'ivresse, il peut se qualifier par, on va dire, vous connaissez, en fait, pas genre, vous connaissez pas, vous êtes forcément au courant de ce que c'est qu'être bourré. Ça se traduit par la perte des repères ordinaires, par un défaut de motricité, par la perte de la mémoire, et aussi par l'émergence, parfois, euh, d'un matériau psychique qu'on a tendance normalement à réprimer. Je vous donne l'exemple de un tel qui est à une soirée, qui est bourré, qui se tourne vers son collègue et qui lui dit toi, j'ai jamais pu te piffrer ta gueule, etc. Ou l'inverse, je dois t'avouer, en fait, j'ai toujours été amoureux de toi. Bref, qu'est-ce qui se passe dans des cas comme ça où, vous savez, il y a ces confessions un peu alcooliques? Eh bien, c'est tout simplement le moment où quelques digues de nos limitations de conscience, de contrôle de l'état de conscience ordinaire cèdent, et c'est le moment où on commence un petit peu à laisser être quelque chose au niveau de l'émotion, de ce qui se passe en notre fort intérieur et qu'on donne à voir et que généralement on justifie par rapport au fait qu'on était bourré, tout simplement. Et la plupart des personnes s'arrêtent à cet état de conscience-là en considérant, peut-être sans le savoir, qu'il n'existe pas d'état de conscience au-delà de cette ivresse-là. Dans le sens où si vous continuez à boire, généralement, ce n'est pas une ouverture du champ de conscience qui se réalise, c'est davantage un blackout. Mais vous le savez, sur la Gazette de l'Abîme, on parle d'état de conscience modifié, notamment grâce aux psychédéliques, et les substances psychédéliques permettent souvent de transcender cet état de conscience, que ce soit l'ego, que ce soit l'ivresse, qui peut survenir à un certain moment de l'expérience psychédélique, et qui nous emmène à un quatrième niveau que j'appelle, et que Carl Gustav Jung aussi, rendons à César ce qui appartient à César, appelle également, et qui est donc, on va dire, euh, l'inconscient personnel, comme je le disais, ou comme je ne l'ai pas dit. Voilà. Le quatrième niveau, c'est l'inconscient personnel. Et qu'est-ce qui se passe quand on accède à cet état de conscience, d'inconscient personnel? Eh bien, c'est souvent l'occasion pour une personne d'accéder à tout un matériau duquel elle n'a pas forcément conscience, mais qui est à l'œuvre au quotidien dans la façon qu'elle a d'opérer du monde. On pourrait dire que euh, si l'ego, c'est une scène de théâtre sur laquelle se joue une pièce, l'inconscient personnel, c'est les coulisses de cette scène de théâtre. C'est là où il y a toutes sortes de mécanismes qui s'opèrent, desquels, encore une fois, nous n'avons pas conscience forcément au quotidien, mais qui, par leur exploration, permettent de révéler en fait toutes sortes de sensations, de perceptions, de souvenirs, d'émotions desquelles, encore une fois, on n'a pas conscience au jour le jour, mais qui nous permettent de quelque part mieux nous comprendre. Et c'est probablement par la visite de cet état d'inconscient personnel que la guérison psychédélique tant relatée ces dernières années, à mon sens, peut avoir lieu. C'est-à-dire que une personne a longtemps été enfermée dans son ego, elle a ouvert son champ de perception, elle a accédé à son propre inconscient personnel, elle a peut-être l'occasion de porter un nouveau regard sur qui elle est et la façon qu'elle a d'entrer dans le monde, notamment euh, au regard de facteurs limitants tels que les traumatismes qui ont pu jalonner sa vie, qui n'ont pas été intégrés, etc. Et qui, par le biais de leur reconnaissance, permet à une personne de transformer quelque chose dans sa vie ordinaire, quoi. Et les choses ne s'arrêtent pas là, puisque arrive un moment où, au bout d'un certain dosage ou d'une certaine disposition de l'être, euh, cette même personne peut atteindre un état de conscience que on appelle l'état de conscience délocalisé. Là déjà, il y a beaucoup moins d'ego, de représentation de soi
que dans les autres niveaux de conscience. C'est-à-dire que dans cet état de conscience-là, la personne n'est généralement plus capable de définir exactement les limites entre elle et le reste du monde. C'est d'ailleurs ce qu'on qualifie de C'est d'ailleurs ce qu'on qualifie de sentiment océanique, figurez-vous. C'est le moment où une personne se voit quelque part comme une goutte d'eau qui aurait été longtemps séparée de l'océan, et d'un coup, la goutte d'eau est reversée dans l'océan, et là, hop, il n'y a plus de dissociation entre elle et le reste du monde. Dans ces phénomènes-là, on peut voir dans ces dans ces expériences-là, dans cet état de conscience-là, on peut parfois être surpris par le caractère presque télépathique que peut revêtir l'expérience de transe. C'est-à-dire que on peut presque percevoir, en tout cas on rapporte souvent le fait d'avoir perçu la douleur de l'un, l'extase de l'autre, sans qu'elle nous appartienne absolument, mais sans qu'on en soit séparé non plus. Et c'est donc cet état de conscience qu'on appelle l'état de conscience délocalisé, et qui est encore un phénomène transitoire qui peut nous amener vers un autre état de conscience. Et l'état de conscience suivant, c'est celui de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, là aussi, c'est une notion jungienne euh, qui se traduit dans le phénomène de transe par une expérience qui ne nous appartient pas personnellement. C'est-à-dire qu'on peut observer que la plupart des personnes qui vivent une expérience psychédélique, en tout cas de mon observation, souvent entrent dans cette expérience sur un champ très personnel. Elles sont amenées à découvrir leurs sensations, leurs émotions, leurs souvenirs, leurs perceptions d'une manière différente, mais l'expérience parle beaucoup de qui elles sont et de comment est-ce qu'elles sont structurées. Or, il arrive parfois, même assez fréquemment, que certaines personnes relatent des expériences psychédéliques qui n'ont rien à voir avec elles-mêmes. Dans ces phénomènes-là, une personne est davantage amenée à rencontrer des événements historiques, des événements qui touchent davantage à la civilisation que à leur personne, des processus évolutionnaires, des rencontres avec des grandes figures religieuses, mythologiques, mythiques, euh, et qui semblent appartenir davantage à un large ensemble civilisationnel, parfois même humain, davantage que à la personne en question. Et généralement, déjà à ces niveaux-là, on arrive à des expériences que certains voyageurs rapportent comme étant mystiques, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont complètement transcendé le rapport qu'elles ont à elles-mêmes pour atteindre une perspective infiniment plus large euh, qui s'incarne par ce niveau-là que personnellement j'appelle l'inconscient personnel. Mais les choses ne s'arrêtent pas là et ça continue jusqu'à d'autres niveaux encore, notamment celui de la conscience unifiée. Alors généralement, quand on arrive à ce niveau-là, là il n'y a plus de doute et la quasi-totalité des personnes qui sont passées par ce chemin, par ce degré d'expérience, rapportent vraiment la dimension mystique, presque religieuse de cette expérience. Parce que euh, cette expérience de la conscience unifiée, en quelque sorte, c'est le fait d'expérimenter le fait que toute chose n'en est en réalité qu'une seule. Euh, que la représentation individuelle qu'on fait de soi-même est absolument illusoire et que c'est une limitation qui fait figure d'illusion et que le lever de voile de cette illusion amène à la conscience unifiée et que la rencontre avec cette conscience unifiée s'interprète souvent comme une rencontre avec la conscience originelle, l'esprit de la nature, Dieu pour certains. Enfin voilà, c'est souvent une expérience qui souvent invite les individus à reconsidérer un peu même le rapport qu'elles entretiennent avec la spiritualité, dans le sens où le fait de rencontrer quelque chose de l'ordre de la conscience unifiée, unique, qui peut s'apparenter à Dieu, c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup marquer les personnes qui rencontrent cette chose-là. Et là, on pourrait se dire que on est arrivé au bout du bout, sauf que non, il y a encore un niveau
qui suit cet état de conscience-là, qui est l'état de fusion avec Dieu, comme l'état de fusion avec Dieu. Je vais faire aucun cut, donc voilà. Si jamais vous trouvez que je m'exprime pas clairement, relisez, réécoutez, faites 30 secondes de visionnage en arrière. Donc je disais, cet avant-dernier niveau de conscience, c'est celui de la fusion avec Dieu. C'est-à-dire que, comme le disait Olivier Chambon dans la formation Antea, Atman devient Brahman. Il n'y a plus de différence entre le créateur et le créé qui ne font plus qu'un seul individu. Et qui, là encore, évidemment, est une expérience profondément bouleversante, expérimentée souvent comme un éveil à la dimension mystique du monde, qui, là encore, pourrait sembler être une forme d'aboutissement. Sauf que là encore, ça n'est pas un aboutissement. Il reste un dernier état. Un dernier état qu'on appelle celui de vacuité. Alors, je dois vous dire que j'ai plus ou moins, en tout cas dans mon expérience, dans mon ressenti personnel, j'ai plus ou moins expérimenté tous ces états de conscience. Mais à la fin, il y a celui de vacuité qui s'assimile souvent à ce que les hindous appellent le nirvikalpa samadhi, c'est-à-dire la réalisation ultime de la véritable nature des choses, et qui est que tout ça n'est rien, euh, et que tout ça n'est que passager et euh, voué à se transformer dans l'impermanence perpétuelle du monde. Voilà pour ces 9 niveaux de conscience que j'ai dessinés, que j'ai conceptualisés au fur et à mesure de mes recherches. Sachez qu'il en existe d'autres, que mon propre modèle s'inspire de plein d'autres modèles, à commencer par celui de la basilique de Torcello. J'avais déjà fait mon modèle quand j'ai découvert cette fresque-là, qui m'a été, enfin, que j'ai pu découvrir notamment par le biais de la chaîne Esprit 2.0, qui, comme vous le voyez à l'écran, en fait, est une fresque composée de différents étages qui partent de l'enfer jusqu'au Christ, et que le cheminement spirituel amène à fréquenter différents étages avant d'arriver à cette finalité qui est la rencontre, peut-être voilà, la rencontre avec le Christ en soi, en quelque sorte. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que le format vous fera pas trop chier. Je vous rappelle quand même que la Gazette de l'Abîme, c'est un média indépendant qui n'existe que grâce à vos contributions, que nous avons une page Tipeee grâce à laquelle vous pouvez nous financer. Je vous rappelle aussi que depuis un mois désormais, on a décidé de rendre nos vidéos, toutes nos vidéos démonétisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pubs. De façon à ce que même si vous n'ayez pas un compte premium YouTube, vous pouviez quand même regarder cette vidéo en toute tranquillité. Si vous avez envie de financer notre travail pour qu'on puisse continuer à proposer ces formats-là, ce sera toujours évidemment apprécié. Et puis, quant à moi, je vous rappelle que si vous n'avez pas les moyens ou l'envie de nous financer, il y a toujours moyen de liker, de partager, de commenter notre contenu et de vous abonner à notre page. Voilà, je me cherche un coiffeur, je vous salue bien bas et je vous dis à la prochaine. Ciao.